Commençons cette présentation des ambassadeurs du développement durable. Mélanie, si tu veux bien, nous allons démarrer et tu peux mettre la slide suivante. Donc, comme vous l'avez entendu, cette présentation va être enregistrée et vous l'aurez donc en replay. On sera ensemble 1 heure. Pour poser vos questions, vous avez maintenant, vous le connaissez, le petit onglet en bas qui s'appelle Q et R. Vous pouvez cliquer, vous posez votre question et on vous répondra soit par écrit, soit directement à l'oral. Vous pouvez aussi mettre vos noms, prénoms et clubs dans le chat. Comme ça, on aura l'intégralité des personnes présentes. Et enfin, en fin de présentation, nous aurons un échange avec les intervenants pour ceux qui le souhaitent. Il suffira alors de lever la main, le petit onglet aussi en bas, et on pourra déverrouiller votre micro. Nous vous souhaitons une agréable présentation et nous continuons. Pour m'accompagner ce soir, j'aurai avec moi Mélanie Bernard. Bonjour à tous, donc Mélanie, je suis responsable du développement durable et de la RSO, donc là c'est la responsabilité sociale de l'organisation au sein de la fédération. J'aurai aussi à mes côtés Philippe Fleury. Oui, bonsoir. Donc, Philippe Fleury, je suis président du club de Limoges, instructeur et remorqueur à Limoges. Nous aurons aussi Michel Dietlin. Bonsoir à tous, Michel. Je vole à Chérence, je suis remorqueur et animateur découverte, et puis donc référent pour ce club en matière de développement durable. Merci Michel. Nous aurons peut-être la chance de récupérer Aude Unterzy, vice-présidente de la fédération et présidente de la commission responsabilité sociétale, qui a des petits soucis pour se connecter, mais elle fait son possible pour nous rejoindre. Et puis moi-même, Tina Girard, donc la directrice technique nationale à la fédération. Pour cette présentation, nous aurons 5 temps forts. Tout d'abord, la présentation de la stratégie. Ensuite, ce pourquoi vous êtes là ce soir, le rôle des ambassadeurs, les différents outils que vous aurez à disposition, les dispositifs fédéraux et enfin, le temps d'échange. Alors, sur les axes de la stratégie de l'Olympiade 2021-2024, ils sont au nombre de 5. Et le premier, c'est mettre en avant le rôle social de l'activité et consolider la politique fédérale de responsabilité de l'organisation. Vous le verrez dans la deuxième, un petit peu plus loin, c'est l'ensemble des dispositifs qui nous permettent d'accueillir les publics, que ce soit du public handisport ou du public sur le Léo Planeur, par exemple. L'axe 2, c'est diminuer notre empreinte environnementale et notre dépendance énergétique. Et là aussi, on vous présentera le dispositif de renouvellement des véhicules de piste ou des remorqueurs. L'axe 3, c'est impliquer l'ensemble des pratiquants en proposant des initiatives concrètes de formation et d'accompagnement. Le webinaire de ce soir fait partie de cet axe 3 où on vous expose les différentes thématiques et on compte sur vous ensuite pour les mettre en œuvre dans vos clubs. L'axe 4, c'est valoriser les atouts du planeur en communiquant sur les actions que vous mettez en place dans vos clubs et au sein de la fédération. Donc, c'est un axe essentiellement lié à la communication. Il est important de faire, mais il est aussi très important de faire savoir. Et enfin, l'axe 5, c'est stimuler la recherche et les innovations, contribuant à limiter l'empreinte environnementale de nos activités. Donc, à ce titre, on investit par exemple auprès d'entreprises qui travaillent sur le développement des avions électriques. Donc, c'est les 5 grands axes que nous travaillons au sein de la fédération et qui se déclinent avec des actions concrètes. Au niveau de la stratégie, donc on a nos 5 clubs pilotes qui sont là depuis le début de la stratégie développement durable et qui testent les différents outils, les différentes actions que nous mettons en place. C'est eux qui ont par exemple réalisé le bilan carbone au sein de leur club et qui nous ont permis ensuite d'extrapoler les résultats pour des actions, notamment ce qui concerne les déplacements des licenciés, où il était difficile de questionner l'ensemble des licenciés. On a aussi les mardis du développement, qui sont les informations, formations, sensibilisation,
Vous le verrez en fin de présentation, on a plusieurs dates à vous proposer. Et ensuite, eh bien, les ambassadeurs qui vont, eux, mettre en œuvre sur le terrain et partager leur expérience de manière à pouvoir faire évoluer cette stratégie et aussi partager les bonnes idées au service de l'ensemble du mouvement. Donc, vous le verrez au fur et à mesure de la présentation, le rôle des ambassadeurs, on compte vraiment dessus pour ce qu'on appelle co-construire, mais aussi s'entraider pour que cette stratégie de développement durable se mette en œuvre au plus près du pratiquant. Les 5 clubs pilotes dont on vous parlait. Donc, on a avec nous ce soir Michel, qui représente le club de Chérence et qui est accompagné sur cette stratégie avec Marc Bourrat au sein du club. On a le club de Pont-Saint-Vincent avec Michel Barrois, le club de Fayence avec Jean-François Gombaud, le club de la Montagne Noire avec Lucas Sagrande et Henri Dodon, et le club de Limoges avec ce représentant ce soir qui est Philippe Fleury. Donc ces 5 clubs ont été choisis il y a déjà 3 ans et ils ont été choisis au regard de leur localisation, mais aussi de leurs moyens de décollage et de leur envie de s'investir sur cette thématique ou de leur taille. Vous verrez, on a des clubs qui sont plutôt très grands et puis des plus petits clubs, de manière à avoir une représentation du mouvement au travers de ces 5 clubs. Le rôle des ambassadeurs. Donc, je crois que je vais donner la parole à Mélanie qui m'accompagne ce soir. Merci Tina. Alors, on a décidé de lancer ce réseau en espérant trouver dans chaque club un référent sur les questions de développement durable. Donc, l'idée, c'est de permettre d'avoir un contact privilégié avec la fédération pour faciliter la mise en place sur le terrain d'actions favorables, mais aussi de créer un réseau d'entraide et de partage, comme l'a précisé Tina tout à l'heure, des bonnes initiatives, parce que vous êtes tous et toutes force de proposition, on le voit tous les jours sur les terrains, on a de super remontées de projets, et donc l'idée, c'est de pouvoir échanger là-dessus plus facilement. C'est un réseau qui va pouvoir se moduler au fur et à mesure en fonction des personnes qui vont aussi y participer. On est complètement à votre écoute là-dessus pour voir la forme que ça peut prendre. Mais l'idée aujourd'hui, c'est déjà d'identifier nos contacts clés qui souhaitent s'engager en tant qu'ambassadeurs. Et donc pour ça, je vais vous présenter tout de suite les différents outils qu'on vous propose d'utiliser. Donc, comme je disais, l'ambassadeur est un contact privilégié qui va pouvoir être force de proposition. Donc, ça veut dire qu'au sein du club, c'est quelqu'un qui est identifié en tant que contact clé pour ces questions-là et qui va donc pouvoir avoir accès à un certain nombre d'outils. Parmi ces outils, il va y avoir un système de mailing. Donc, on va prendre une adresse mail qui sera la plus pratique pour vous et on fera des envois groupés sur des sujets divers, toujours en lien avec le développement durable. Et ça nous permettra aussi, quand on mettra en place de nouveaux dispositifs au sein de la fédération ou quand on aura de nouveaux projets, de vous avertir en amont et de manière plus individuelle sur ces sujets-là. On a aussi créé un Google Drive dans lequel on a mis des documents clés. On y retrouve par exemple l'intégralité des documents qui vont permettre d'avoir un accompagnement fédéral sur les projets de développement durable. Et ça va aussi être un espace privilégié pour faire du partage d'initiatives. Donc pour les personnes qui décideront de rejoindre ce réseau, vous verrez sur cet espace, il y a un document qui permet en fait de partager vos initiatives directement avec le groupe. Il y a bien sûr aussi donc, les mardis du développement dont Tina a parlé. Donc là, pour les ambassadeurs, le rôle, ça va être d'y participer et surtout d'encourager les membres du club à venir se connecter sur ces réunions d'information. Ce que je vais vous envoyer à l'issue de ce webinaire, c'est un questionnaire qui va permettre de vous inscrire au groupe. Donc là, la réunion de ce soir, c'est vraiment de l'information. L'idée, c'est qu'après, vous fassiez le choix ou non de rejoindre ce réseau. Donc pour ça, il y aura un questionnaire d'inscription. Je vous ai aussi mis mon contact parce que du coup, je vais être votre contact direct au sein de la fédération pour ce réseau-là et aussi pour toutes les questions en lien avec le développement durable. Parmi les derniers outils, donc, il y a les mardis du développement, dont voici le programme. Donc, le prochain à venir est sur le label du CNOSF Développement durable, le sport s'engage, qui labellise donc les événements pour essayer de les rendre de plus en plus éco-responsables.
Il y en a un début décembre sur le service civique, donc permettre au club d'accueillir des volontaires. Il va y en avoir un aussi en décembre sur le renouvellement des véhicules de piste et moyens de lancement. Donc ça, c'est par rapport aux axes stratégiques présentés par Tina, un moyen de réduire nos gaz à effet de serre. En janvier, on parlera des publics cibles, donc avec le programme Léo Planeur et le programme Andy Planeur également. Et en mars, on parlera du BIA. Donc BIA, comment permettre aux jeunes de rejoindre le mouvement pour penser aussi la suite de la fédération. Ensuite, on organise aussi 3 sessions de webinaires avec notre partenaire Air Emploi. Donc là, l'idée, c'est de sensibiliser les jeunes plutôt au métier de l'aéronautique, donc leur montrer les différentes possibilités. Donc là aussi, ça joue un rôle important et vous, en tant qu'ambassadeur, ça peut être de partager l'information pour permettre à un maximum de jeunes d'accéder à ces sessions. Il y a 2 autres projets qui sont en cours de réflexion. Donc, on aimerait bien organiser une conférence en visio avec un intervenant sur le sujet pour essayer de sensibiliser un peu plus largement aux questions de développement durable. Donc, pas forcément quelqu'un du mouvement Vélivol, mais quelqu'un qui permettra de peut-être créer de la curiosité et de faire adhérer de plus en plus de personnes à ces sujets qui sont essentiels. Et ensuite, il y a la Semaine européenne du développement durable qui se fait généralement entre fin septembre et début octobre. Donc là, ça peut être une semaine pendant laquelle on peut décider de mobiliser les ambassadeurs en mettant en place des projets au sein des clubs. Donc ça peut être un beau moment pour donner de la visibilité à cet engagement, mais ce sera à réfléchir ensemble, bien sûr. Alors, les dispositifs fédéraux, Tina, je vais peut-être te laisser la main sur les premiers. Merci Mélanie pour cette transition. Donc, au niveau de la transition énergétique, puisqu'on parle de développement durable, il y a l'axe environnemental évidemment et transition énergétique. Donc, comme je vous le précisais, la fédération a réalisé le bilan carbone de l'activité et ont été concernés tous les clubs. Donc, on est vraiment sur un bilan carbone au sens large et non pas juste le siège comme beaucoup d'autres fédérations le font. Donc, ce qui fait qu'on a une photo vraiment idéal de notre fédération et donc des leviers derrière à mettre en œuvre. Donc vous pouvez revoir cette présentation de bilan carbone avec le lien que Mélanie a mis et que cette présentation on vous enverra, vous aurez le lien direct. Et à partir de là, on a défini un objectif qui était une réduction des gaz à effet de serre d'ici 2025. Alors, on a été ambitieux parce que pour fédérer autour d'un objectif, il faut parfois être ambitieux. D'ici 2025, pour l'instant, je crois qu'on aura du mal à atteindre notre objectif, mais en tout cas, on y travaille. Donc, on a développé derrière des actions pour permettre de diminuer ces émissions de CO2 et vous les avez détaillées en dessous. La première axe important, c'est le renouvellement progressif des moyens de lancement, puisque lors du bilan carbone, c'est le 2e poste le plus impactant de notre bilan carbone, ce sont les moyens de lancement. Donc, on a défini 5 par an jusqu'en 2024. Donc là, on est à peu près à 15 moyens de lancement, c'est-à-dire remorqueurs, qui ont été changés depuis 2021. Il y a ensuite le renouvellement des véhicules de piste. On avait ciblé à 20 véhicules de piste par an. On en a fait à peu près 50 depuis le début 2021 aussi. Donc, on a un petit peu de marge sur le renouvellement des véhicules de piste. L'idée, c'est qu'il n'y ait plus de véhicules, le moins possible de véhicules thermiques et très polluants qui se trouvent sur les terrains. L'autre point sur lequel nous avons travaillé, c'est la labellisation des championnats de France en particulier avec le dispositif du CNOSF, Sport et Développement Durable, le sport s'engage, qui est un dispositif qui permet de travailler toutes les thématiques du développement durable et qui permet surtout de sensibiliser l'ensemble des pratiquants au moment du championnat de France, mais aussi l'ensemble des licenciés au sein du club pour connaître mieux cette thématique et mettre en place des actions concrètes de manière à ce qu'on rende visible le thème du développement durable. Et suite à ces différents outils, on est en train d'élaborer un calcul automatique des gaz à effet de serre qui va permettre à l'ensemble des clubs de connaître à l'instant T leur bilan carbone. L'outil de calcul automatique des gaz à effet de serre sera connecté avec GESASO et en gros, quand vous remonterez vos informations de décollage,
il calculera automatiquement quel est votre impact en termes de gaz à effet de serre. Donc l'idée là, c'est pas de se culpabiliser en disant on a un impact. L'idée, c'est plutôt de voir comment on peut améliorer notre impact en mettant en place un certain nombre d'actions et notamment, je reboucle avec ce que je viens de vous dire, sur le changement des moyens de lancement. Si vous avez un rallye, vous pouvez basculer peut-être vers un moyen de lancement qui est moins impactant et pour ça, on vous donnera 20 000 € pour ce changement de moyen de lancement ou 2 000 € pour les golfettes si vous basculez d'un véhicule thermique à une golfette. Donc c'est vraiment, des leviers, financiers que l'on a mis en place, mais aussi des leviers, pédagogiques de manière à ce que chacun prenne conscience de l'importance de cette thématique et de l'importance de se mobiliser pour pouvoir continuer à voler dans les meilleures conditions possibles. On a vraiment, envisagé le développement durable comme un outil de progression collectif. C'est vraiment ce qu'il faut retenir, dans cette, stratégie. Mélanie, je crois qu'on peut basculer à l'axe suivant sur le BIA et je te laisse la parole. Super, merci Tina. Donc le BIA, brevet d'initiation à l'aéronautique, c'est un moyen pour la fédération et le mouvement plus globalement de conserver un roulement des licenciés en attirant toujours plus de jeunes sur les clubs. Donc pour ça, les clubs peuvent proposer soit des formations au BIA, en faisant notamment des partenariats avec les lycées et collèges, ou soit la fédération propose aussi des prix attractifs pour les jeunes qui sont diplômés ou pour les titulaires du CAEA, donc les enseignants. Donc, il y a plusieurs prises en charge. Donc, ça passe d'un prix dégressif sur la journée de découverte avec un financement à hauteur de 40 € sur cette journée-là, ou sur des stages de 3 à 6 jours avec des financements d'environ 100 € de la part de la fédération. Donc, ce sont des leviers qui permettent de faire venir les jeunes sur les clubs et puis de les attirer sur la discipline. Nous proposons aussi donc 3 webinaires, je vous en ai parlé tout à l'heure, plutôt sur les métiers de l'aéronautique avec Air Emploi. Donc là aussi, pour nous, c'est un moyen de faire parler du planeur une nouvelle fois à un public qui peut-être ne connaît pas du tout la pratique. Donc là aussi, on compte sur les ambassadeurs pour être le relais de ce type de moment de partage. Donc il y a 3 sessions, mais je vous remettrai de toute manière le programme un peu plus tard. Et enfin, sur le BIA, il y a également des bourses qui sont majorées en fonction de l'évolution au cours de la licence pour obtenir donc son brevet de pilotage. Et donc, il y a des majorations de bourse pour les jeunes qui sont titulaires du BIA. Là aussi, l'objectif, c'est une fois que le jeune a fait son vol découverte, s'il souhaite continuer jusqu'à la licence, d'être capable, nous, de l'accompagner pour qu'il reste auprès du vol en plein air. Je vais continuer sur le Léoplaneur, qui est un dispositif qui est issu du partenariat entre la Fédération Léo Lagrange et la Fédération de vol en planeur. C'est un partenariat en faveur des jeunes qui sont issus de quartiers prioritaires ou de zones de revitalisation rurale. Donc l'idée là, c'est de proposer plusieurs types de stages. Donc ça va de la demi-journée sur simulateur à la journée citoyenne, donc qui est une journée assez complète avec une présentation des métiers de l'aéro et la pratique du vol, jusqu'à des stages qui peuvent aller jusqu'à 3 jours. Donc là, il y a un montage financier qui a été prévu avec une part prise en charge par la Fédération de vol en plein air et une part prise en charge par Léo. Et donc, la Fédération Léo Lagrange accompagne sur l'organisation de ces journées, avec notamment des animateurs qui sont là avec le groupe de jeunes. Donc là aussi, ça permet d'attirer de nouveaux publics sur cette pratique et puis de s'ouvrir, c'est un axe important de la fédération, c'est d'ouvrir aussi la discipline à des publics qui peut-être ne viendraient pas tout seuls sur le vol en planeur. Aujourd'hui, sur cette année, pour vous donner un petit ordre d'idée, il y a 15 stages qui ont été organisés sur le territoire et l'année n'est pas encore terminée. Donc, c'est un dispositif qui prend de l'essor. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à venir vers nous si ça peut vous tenter. Je vais vous parler du service civique maintenant, avant de redonner la parole à Tina. Donc le service civique, vous le savez pour certains, puisque je vois que nous avons plusieurs volontaires qui sont connectés ce soir. C'est un plaisir de vous avoir avec nous.
Donc, le service civique, c'est un contrat de volontariat pour des missions de service du bien commun. Donc, la fédération, elle gère un agrément national d'environ 40 contrats qui permet au club de recevoir après les jeunes en volontariat. Donc, ce sont des contrats qui vont de 6 à 8 mois pour des missions de promotion de la pratique, de valorisation du développement durable, mais également du soutien sur l'organisation d'événements. Donc, tous les clubs peuvent s'ouvrir à ce type de dispositif et donc recevoir un jeune qui va venir découvrir le monde associatif. Et c'est aussi un moyen de permettre aux jeunes d'avoir une première expérience professionnelle. Donc, c'est un temps important dans le développement de ces jeunes. Là aussi, voilà, on compte sur vous. Il ne faut pas hésiter à faire passer le message. Et puis, si vous êtes intéressé, à revenir vers nous. Tina, je te laisse la parole sur le handiplaneur. Oui, merci Mélanie. Donc, le handiplaneur, l'idée, c'est de permettre là aussi à des personnes dites en situation de handicap de venir découvrir notre univers, que ce soit une découverte au sol avec la visite des hangars, un test au simulateur, ou une découverte dans le ciel en les emmenant directement en vol découverte. Il y a un rassemblement depuis quelques années qu'on appelle Cap en Vol, qui est situé à Barcelonnette et qui permet de regrouper différents pays avec des pilotes handicapés. Ils viennent de l'Espagne, de la Belgique, de la Suisse, et ça permet d'échanger les expériences qu'ils ont chacun dans leur pays, mais aussi d'accompagner les instructeurs à mieux connaître les différents handicaps et ainsi à mieux accueillir les personnes handicapées au sein du club. Nous, ce qu'on envisage au niveau de la fédération, c'est un partenariat avec la Fédération française handisport qui permettra à tous ceux qui le souhaitent d'être formés sur les différentes formes de handicap physique qu'il existe, sachant évidemment qu'en vol en planeur, on a quand même une certaine limite pour les différents handicaps. En gros, les tétraplégiques, c'est difficile, voire impossible de les emmener, puisque la règle veut, en termes de sécurité, que la personne puisse s'extraire d'elle-même du planeur s'il y a un souci. Donc, on est évidemment conscient de ces limites, mais on peut apporter quand même à toutes ces personnes handicapées une part de rêve en leur permettant de visiter nos infrastructures, leur expliquer comment on vole un planeur, et puis les faire côtoyer tous les pilotes qu'il y a au club. Vous pouvez aussi équiper, une fois que vous voulez vraiment vous lancer dans cette dynamique, vos biplaces d'un malonnier. Ça, c'est tout à fait possible. Vous revenez vers nous et on peut vous conseiller là-dessus. Et puis, quelque chose qui n'est pas très développé encore, mais que je vous invite à faire encore plus, c'est équiper vos simulateurs de vol avec un malonnier, puisque pour le coup, là, vous pourrez accueillir et faire découvrir à tout type de handicap le vol en planeur grâce au simulateur. À ce titre, il y a eu une expérimentation dans un EHPAD où ils ont fait voler au simulateur avec des parapentes. Et ça a été vraiment une expérimentation qui a vraiment plu à l'ensemble des personnes qui étaient présentes. Donc ça nous permettrait là aussi, si on développait un petit peu plus ces axes-là, d'aller vers des publics sur lesquels aujourd'hui on a très peu de contacts. Et enfin, si vraiment on a des pilotes qui souhaitent se former au handiplaneur, enfin qui sont handicapés et qui veulent devenir des pilotes, on a développé une bourse au lâcher. Comme ça peut les aider aussi dans leur pratique à se faire lâcher, sachant que sur le handiplaneur, il faut envisager d'abord la partie de sensibilisation et découverte avant de se dire nous on ne peut pas y aller parce qu'on n'est pas équipé de malonniers, parce qu'on n'a pas d'instructeurs qui sont formés. Il y a toute la partie en amont que tous les clubs peuvent faire. Et là aussi, j'invite vraiment tous les clubs à s'ouvrir à ces publics-là, sans pour autant, derrière, avoir un planeur équipé avec un malonnier. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le handi. Et puis notre dernier point, je crois, sur les différents dispositifs, ce sont les féminines. Donc les féminines, ça fait déjà quelques temps qu'on travaille sur le sujet. Vous savez qu'il y a
14 ans, il y avait 6% de femmes de pilotes à la Fédération française de vol en planeur. Donc, par rapport à ce constat, il avait été mis en place une opération de promotion qui s'appelle Ça plane pour elle. Cette opération de promotion, elle a toujours lieu le dernier week-end de juin et qui permet d'ouvrir les clubs à l'ensemble des féminines qui souhaitent venir pratiquer, découvrir. La plupart du temps, c'est avec un tarif préférentiel. Ensuite, on a créé depuis décembre 2022 le réseau qu'on appelle Tout ensemble pour nos clubs. C'est un réseau qui doit aider les femmes à prendre des responsabilités au niveau de nos clubs, au niveau des comités ou au niveau de la fédération. C'est un réseau qui compte maintenant, Mélanie, reprends-moi, mais une trentaine de femmes, je crois. C'est ça, exactement. Donc, et qui est amené à grandir. Et d'ailleurs, si des femmes sont connectées ce soir, je vous invite à rejoindre ce réseau. On vous accompagne sur la découverte des fonctions de direction, c'est-à-dire comment gérer un club, quel est le format associatif, comment fonctionne le format associatif, mais aussi on vous accompagne sur le Bourget, par exemple, sur les championnats de France. Et puis à venir, là, il y a le colloque des dirigeants, qui est un colloque qui rassemble l'ensemble des élus de la fédération, des comités régionaux et du comité directeur de la fédération, sur lequel on invite des féminines pour qu'elles voient de l'intérieur comment se prennent les décisions et comment on fait évoluer la vie associative et la stratégie fédérale. Donc c'est un réseau qui est très dynamique. Et ensuite, on a le partenariat avec Air Emploi qui a mis en place depuis là aussi plusieurs années un concours à destination des jeunes lycéennes qui s'appelle Féminisons les métiers de l'aéronautique, parce que c'est aussi un endroit où les femmes ont toute leur place, mais pour ça, il faut les encourager à venir découvrir les métiers de l'aéronautique. Et nous, comme on est partenaire d'Air Emploi, on offre des vols d'initiation à toutes les finalistes du concours. Et en général, elles viennent voler par équipe au sein des clubs de planeurs. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les féminines et préciser aussi que l'idée des féminines, c'est qu'on soit bien dans la mixité. Aujourd'hui, en 2023, on arrive à être à 18% de femmes au sein du mouvement, de femmes pratiquantes. Et donc, on a encore un travail à faire sur les femmes qui peuvent diriger les structures associatives, mais aussi les femmes qui doivent encadrer pour initier grâce à l'instructeur ou qui peuvent réaliser la maintenance. Là, on a une marge de progression qui est très intéressante parce qu'on est quelques pourcents de femmes instructrices. Je ne vais pas vous donner le chiffre, mais on a vraiment une marge de progression intéressante. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le dernier dispositif de la fédération. Donc c'est vrai que quand on parle développement durable, ce qu'il faut vraiment intégrer, c'est qu'on n'est pas que sur le volet environnemental, on est aussi sur le volet social. C'est pour ça qu'on tenait ce soir à vous présenter ces dispositifs, que vous puissiez, si demain vous souhaitez être ambassadeur, les relayer au sein de vos clubs et les prendre en charge pour que les opérations se déroulent au plus près du terrain. Donc, place maintenant, je crois, Mélanie, à nos témoignages. Exactement. Donc, nous avons avec nous ce soir donc Michel Dietlin et Philippe Fleury, qui font donc partie des 5 clubs pilotes qui ont accompagné la fédération sur différents projets. Je voudrais leur passer la parole, peut-être en leur demandant déjà d'expliquer un petit peu ce que c'était qu'être club pilote, qu'est-ce que ça voulait dire en termes de rôle. Peut-être commencer par Michel, si tu veux bien. Oui, bonsoir à tous. Bon, voilà, je me présente donc Michel Dietlin, je suis pilote à Chérances. Et donc, je suis à titre personnel particulièrement sensible à toutes les questions environnementales, sachant que notre club est situé dans un parc régional naturel, euh, en plus de ça. Et donc, le programme, effectivement, est complètement d'actualité. Donc, il s'agit de contrôler la production des gaz à effet de serre.
Et donc, faisant partie du comité de direction, enfin du conseil d'administration du club de Chérances, donc j'ai pris en charge cette question. Et donc, je suis en charge de relayer donc toutes ces informations au niveau, toutes les informations d'activité au niveau du club, au niveau de la fédération. Donc, au travers de ce programme, ça nous a permis d'essayer de développer plusieurs sujets. Il y a donc des questions essentiellement techniques, puisque c'est le premier, un des principaux producteurs de gaz à effet de serre, ce sont les avions, hein, les remorqueurs. Le club de Chérances dispose d'un treuil électrique de 2 avions remorqueurs. À l'époque, il s'agissait de 2 DR400 qui ont bien fait leurs preuves, mais effectivement qui coûtent très cher et qui consomment énormément. Et donc sur la proposition de la fédération, nous avons donc revendu un DR400 pour acheter un ULM. Sachant que ces 2 engins sont complémentaires puisque l'ELM, malgré ses performances tout à fait honorables, n'est pas capable de remorquer correctement les très gros planeurs. En revanche, effectivement, ça nécessite comment dire? Une bonne correspondance, un bon travail, un emploi du temps bien précis pour l'utilisation de ces 2 engins. Et donc, ça augmente le besoin de compétences, à savoir que les pilotes d'avion doivent également passer le brevet de pilote ULM. Parallèlement à cela, nous avons effectivement modifié tout le parc des véhicules de piste, à savoir que nous avions essentiellement des voitures, il y a quelques années, des voitures de particuliers, hein. Nous récupérions les voitures, on va dire, vouées plus ou moins à la casse, avec toute la problématique que ça pouvait poser, à savoir des véhicules très polluants, essentiellement des diesels qui parfois fuyaient l'huile. Donc, le bilan n'était pas très florissant, donc nous avons opté pour des véhicules électriques qui présentent de très nombreux avantages, à savoir qu'ils sont déjà silencieux, et bien évidemment, qui ne produisent pratiquement pas de gaz à effet de serre. Le revers de la médaille dans l'état actuel des choses, c'est que ces véhicules sont malheureusement, bon, malgré les progrès technologiques, ils sont encore un petit peu et ils sont souvent sujets à des pannes. Donc, nous avons quand même préservé un véhicule thermique. Donc, nous sommes aujourd'hui équipés de 3 véhicules, un thermique et 2 électriques. Et le thermique sert essentiellement en cas de problème sur un des véhicules électriques. Voilà, sinon, sur le plan du terrain en lui-même, la mission du référent, c'est bien évidemment de communiquer, principalement avec les membres du club, à savoir de les sensibiliser à travers ses actions, sur le terrain. Par exemple, nous avons changé les tables de cuisson, tout bêtement, les tables de cuisson du clubhouse qui étaient extrêmement gourmandes en électricité et nous les avons modifiées, en prenant des tables, électriques heu, à induction qui sont quand même beaucoup plus économes. Nous avons également changé, les frigos qui étaient, vieux, voilà. Et toutes ces petites actions, en communiquant correctement, avec les membres, beh, ça les sensibilise très discrètement, mais ça les sensibilise et de voie de fait, ils arrivent à justement, diminuer ils sont sensibles justement aux déplacements un petit peu aléatoires et un petit peu superflus, sur la piste avec des véhicules, essence, donc ils privilégient, naturellement, le véhicule électrique. Voilà, tout ça, ce sont des petits gestes, mais qui finalement, arrivent à communiquer un état d'esprit
aux membres, sachant que le club de Chirens compte quand même entre 120 et 130 membres à l'année, ce qui est quand même assez conséquent. Et au travers de toutes ces actions, voilà, on arrive justement à un petit peu modifier l'état d'esprit. Une des dernières principales actions que nous avons, sur lesquelles nous avons travaillé, c'est l'autre point clé de production de gaz à effet de serre, c'est les transports. Le transport de chaque pilote depuis son domicile jusqu'au club. Malheureusement, nous sommes assez loin des grandes villes, notamment de Paris, à 50 kilomètres. Il y a de nombreux pilotes qui viennent de la capitale et qui prennent régulièrement leur véhicule, sachant que les transports en commun, jusque-là, n'étaient pas vraiment développés pour accéder au club. Du coup, nous avons réussi à convaincre les élus locaux de développer un nouveau mode de transport en commun qui est en train de se développer dans la région parisienne, c'est le transport à la demande, qui est une espèce de taxi, on va dire, à commander un petit peu en avance, mais qui est géré par le syndicat de transport d'Île-de-France et du coup qui est pris en charge dans la carte de transport régionale. Et c'est une vraie révolution, je dirais, parce que ça permet aujourd'hui aux jeunes et aux moins jeunes de venir de très loin sans prendre leur véhicule. Et donc, ils sont totalement indépendants, ce qui était loin d'être le cas pendant des décennies. Donc, pour nous, c'est quand même quelque chose d'extrêmement valorisant et ça permet également de communiquer non seulement au niveau des clubs, mais également au niveau de nos visiteurs. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens qui viennent de Paris, qui prennent la voiture avec tout ce que ça peut comporter comme problème, hein, d'embouteillage et compagnie. Et en arrivant là, on leur explique que voilà, ils peuvent venir la prochaine fois avec des transports en commun sans dépenser un poil d'essence. Voilà, puisqu'ils ont la plupart du temps, ils sont équipés de la carte Navigo, donc voilà, pour eux, c'est pas un problème. Voilà, donc tout ça, fait que c'est une dynamique qui est très importante et qui porte ses fruits chaque année depuis maintenant 3 ans. On se rend compte de l'évolution vraiment positive. Il y a une dernière action sur laquelle je voulais un petit peu communiquer, c'est heu, l'organisation des championnats. Depuis 2 ans maintenant, nous avons organisé 2 années de suite des championnats. Et l'un des messages que nous voulions faire passer au travers de ce championnat, c'est de communiquer sur la qualité des comment dire? De toutes les démarches en faveur du développement durable que le club avait développées. Hem Et toute cette philosophie fait partie intégrante de l'organisation, à savoir qu'on demande à tous les concurrents de collaborer véritablement. Par exemple, ne fût-ce que pour la gestion des déchets, le fait de venir, si possible, en véhicule électrique, d'utiliser essentiellement les vélos pour se déplacer sur la piste, etc. Voilà, c'est une foule de petits détails qui font que, petit à petit, là aussi, le message euh, se transmet de bouche à oreille et en voyant les autres procéder. Voilà, écoutez, j'ai été un petit peu bavard, mais voilà, je pense que j'ai fait le tour des actions que nous avons mis en place, au niveau du club. Voilà. Super, Michel, merci beaucoup. Peut-être pour rebondir un petit peu, c'est vrai que le fait d'avoir un contact privilégié avec ce club-là au travers du fait que ce soit un club pilote, ça permet aussi de faciliter l'accompagnement des projets et aussi d'échanger sur les différentes pratiques. Donc voilà, c'était un bel atout pour nous et puis pour le club aussi. Je vais passer tout de suite la parole à Philippe qui va nous partager également son expérience. Oui, donc Philippe, je suis le président du club de Limoges et ambassadeur de ce qui concerne l'environnement et
et la réduction des gaz à effet de serre au sein de notre club. Donc, on a fait partie des tout premiers, effectivement, par rapport au bilan carbone. Et donc, ça a été un petit peu une découverte pour beaucoup des membres du club. C'est-à-dire que le premier poste de production de CO2, c'était les déplacements. On a encouragé le covoiturage. On utilise donc le Smart Glide, en fait. On n'utilise pas la rubrique qui est prévue pour le covoiturage. En général, les gens récupèrent le numéro de portable qui est sur le planning et envoient des petits SMS. Et on arrive donc à s'arranger pour faire la récupération des gens et à faire du covoiturage comme ça. On a spontanément des gens qui viennent voler en famille, donc forcément, c'est du covoiturage. Ensuite, on avait fait toute une petite proposition par rapport à l'utilisation de nos véhicules. Et donc, au bout de 3 ans maintenant, donc au bout de 3 ans, il y a quelqu'un qui a acheté une voiture électrique. On est 2 à rouler au bioéthanol. Et il y a quand même pas mal de gens qui utilisent les transports en commun jusqu'à proximité du terrain. Malheureusement, on ne peut pas aller jusqu'au club, mais il ne reste plus qu'1 kilomètre à faire. Donc, dans ce cas-là, on va chercher les gens à l'arrêt de bus. Ensuite, ce que l'on a fait pour des contraintes aéroportuaires, nous, on a été obligé d'arrêter le treuil. Donc, on a utilisé un rallye sur une saison et on a plus le rallye maintenant. On fonctionne avec un avion qui est plus performant. On a été obligé, c'était un choix quand même, on a été obligé de réfléchir au fait qu'on allait acheter un ULM ou pas. Et par rapport à nos gros planeurs biplaces, dont un duo s'envolait, avec un ULM, c'était un problème. Donc, on a fait un choix différent. On a pris un pony donc, qui monte bien et qui tire sans problème le duo discus, même quand il fait chaud, sur notre piste. Et le premier bilan qu'on fait sur cette saison, c'est qu'en moyenne, on fait 1 litre de carburant, qui plus est du carburant automobile, en moins par rapport au rallye. Donc, ça fait une baisse de l'ordre de à peu près 14%, si je compte bien. On fera un bilan plus précis sur la totalité du carburant consommé. Par rapport au treuil, évidemment, ça fait un peu plus de CO2, mais ce qui annexe, donc le véhicule de piste qui faisait 2500 km par an pour ramener les câbles à chaque fois, on a aussi cette consommation-là en moins. On a gardé ce véhicule thermique qui nous sert à déplacer le starter. On a fait l'acquisition d'une Golfette grâce à des aides du comité régional Nouvelle-Aquitaine. Donc, on a une Golfette électrique. On a eu des petites pannes. On a des cosses à changer, du câblage à refaire, des choses comme ça. Mais globalement, on est satisfait. Il faut faire attention à ne pas tirer les planeurs avec des angles importants. Voilà, il y a des petites précautions à prendre, mais ça fait l'affaire. Et je pense qu'on va en acquérir une deuxième pour remplacer le véhicule thermique, le deuxième véhicule thermique qu'on a. Donc, en résumé, on gardera par précaution un véhicule thermique qui nous sert à déplacer le starter et qui pourra remplacer une des Golfettes si elle est en panne. Et puis, les dernières actions que l'on a faites, elles concernent l'isolation de nos locaux. On a fait faire des isolations et on a remplacé également tous les néons du hangar par des LED. Et ça, c'est l'aéroport qui s'en est chargé. Donc, du coup, ça fait ça de moins investir pour ce qui nous concerne. Et donc, si on regarde un peu maintenant où on en est, il serait l'heure sans doute de refaire un bilan carbone. Mais globalement, sur tous les postes où on pouvait agir, on a agi. Et donc, je trouve que au sein du club, c'est un petit peu plus pris au sérieux. Au début, bon, les gens rigolaient un petit peu, on me charriait un peu. Et là, au fil du temps, je pense que les gens se sentent concernés. Il y a un dernier volet qui était une chose auquel on avait pensé, mais qui va peut-être se faire, mais pas par notre intermédiaire, mais pas sur nos locaux. C'est peut-être le montage d'une toiture photovoltaïque. On ne peut pas le faire sur notre hangar, qui est un petit peu limite déjà par rapport au poids de la neige. Par rapport au sol, les zones qui sont initialement prévues, il y a une étude d'impact. A priori, au niveau biodiversité, ça ne le ferait pas du côté de l'aéroport commercial. De notre côté, c'est un peu différent.
Et donc, il n'est pas impossible qu'il y ait un hangar bâti avec une toiture photovoltaïque, ce qui serait intéressant, bien entendu, pour l'aéroport et pour réduire la consommation d'énergie de l'aéroport. On a fait également gaffe à l'eau dans notre club. On avait des fuites, en fait, sur des toilettes, des choses comme ça. Donc, on a remis tout ça en état. Et si on refait le bilan carbone actuellement, euh, à mon avis, on a bien baissé de 5% l'an depuis 2 ans. Je pense qu'on peut regarder les postes assez facilement avec nos factures d'énergie, de carburant et tout ce qu'il y a pour le chauffage, tout ce qu'on aura à la fin de l'hiver, on va dire au printemps. Et je suis à peu près sûr qu'on a gagné 2 fois 5%, donc 5% l'an, ce qui est déjà pas mal. Et donc, si on a une autre voiture électrique pour remplacer le véhicule thermique, on va encore gagner de ce côté-là. Et puis, pour ce qui concerne l'avenir au niveau du remorqueur, je sais que Siemens envisageait une motorisation électrique de ce type d'avion. Donc, je suis ça d'un petit peu loin. C'est difficile d'être dans leur petit papier, mais de temps en temps, ils répondent quand on les sollicite. Donc, c'est pas exclu d'avoir un remorqueur électrique, pourquoi pas, vu que celui-ci il a du volume pour mettre des batteries, une capacité d'emport qui est de l'ordre de 600 kg. On ne mettra pas 600 kg de batterie, c'est inutile, mais on peut en mettre 200 par exemple, et on aurait une autonomie suffisante. Mais ça, c'est pour le long terme, puisque le moteur qu'on a actuellement, il fonctionne à l'essence automobile sans plomb, et lui, il a un potentiel qui nous donne environ 12 ans, donc ça nous laisse le temps d'être au point, si ça advient, de pouvoir mettre un moteur électrique dessus. Voilà les idées qui me viennent dans ce que l'on a fait concrètement. On a, on a finalisé beaucoup de projets, donc en synthétisant le covoiturage, l'utilisation des moyens de transport collectifs, voire doux, c'est-à-dire l'utilisation du vélo, changement du remorqueur, on l'a fait, isolation des locaux, les circuits d'eau. Ah oui, on a également changé notre poêle à bois, qui est un vieux poêle à bois, contre un insert. Donc, on consomme moins de bois, donc on fait aussi moins de gaz à effet de serre de ce côté-là. Et a priori, l'isolation, l'hiver, on fait fonctionner quelques radiateurs électriques qu'on a changés l'année dernière aussi, et le poêle à bois. Je pense que pour tout ce qui sera les travaux administratifs et les travaux d'entretien d'hiver, compte tenu de l'isolation, on fera également moins d'utilisation d'énergie, donc moins de production de CO2. Voilà ce qui vient à l'esprit en synthétisant ces quelques années. Merci beaucoup, Philippe. Ça fait beaucoup de projets. C'est très inspirant. Il y a plein de sujets sur lesquels on pourrait revenir et je pense que beaucoup de personnes aimeraient revenir là-dessus et débattre aussi. Tina, peut-être je te laisse la parole. Oui, peut-être, Philippe, bah, tu parlais de refaire un bilan carbone. Donc, tu sais qu'avec l'outil de calculateur des gaz à effet de serre automatique, ton Automatiquement, sera réalisé oui, d'ici oui, vers la fin de l'année ou début 2024. Donc, ça oui, permettra vraiment de voir le résultat concret des actions que vous pouvez mener sur le terrain. tout à fait, tout à fait. J'ai une petite question, mais qui est pas. Donc, c'est comment rentre-t-on pour nous la consommation d'eau et de l'énergie? Parce que je sais que c'est dedans, j'ai vu qu'il y avait sur le tableau, et je crois que pour l'instant, c'est pas nous qui les rentrons directement. Mais je tiens à jour la facturation pour pouvoir donner les éléments. Ça fera partie des points, effectivement, mais on fera un webinaire dédié sur ce Oui, calculateur quand on l'aura sorti. Je vois que Michel lève la main. Est-ce que c'est Oui, pour parler de Michel? oui, je voulais juste ajouter un petit élément qui, à mon avis, est important pour la vie des clubs de manière générale. C'est en fait ce sujet est un sujet politiquement très sensible et le fait de prévoir justement de réaliser des petites opérations donne une identité très importante au niveau des élus locaux. C'est-à-dire que ça vous permet vraiment de marquer, entre guillemets, votre territoire sur le plan du développement durable.
et de donner une vraie identité au club et de manière à favoriser éventuellement des projets, toute une dynamique justement pour faire avancer le club dans cette voie-là. Voilà, c'est ce que je voulais dire. En gros, c'est l'impact de l'image que le club peut avoir au niveau des collectivités territoriales. Oui, tu fais bien d'ajouter ce point-là parce que c'est un point vraiment très important. Au-delà des actions que vous pouvez mettre en place, c'est le positionnement du volant planeur au sein des territoires et avec ce levier du développement durable, parce que le planeur a tous les atouts pour, pour vraiment sensibiliser, diminuer, faire comprendre l'impact du développement durable et du réchauffement climatique, et donc mieux s'ancrer dans le territoire et garder cette légitimité de pouvoir voler au plus près. Peut-être les questions, Mélanie, puisque je vois que l'heure tourne, il est 24. Oui, oui, on va prendre peut-être un petit temps, peut-être un peu plus court du coup pour les questions, mais si vous en avez qu'on n'a pas le temps d'aborder, n'hésitez pas à les rentrer dans le Q&R et on y répondra après coup. Sinon, je vous propose de lever la main, comme ça, moi, je peux vous donner la parole. Donc, je vois que Jean-Luc Michel a levé la main, donc je vais activer votre micro, Jean-Luc. Normalement, vous pouvez... Vous m'entendez? Voilà, super. Super. Oui, bonjour à tous. Et merci beaucoup d'organiser ce genre de choses. Je suis du club de Saint-Florentin, je suis a priori simple membre, malgré tout titulaire du CEA et moniteur simulateur fédéral. Je voudrais savoir s'il y a eu en France, au jour d'aujourd'hui, des expériences pour faire fonctionner tout ou partie un treuil électrique avec des panneaux solaires sur le toit de hangar. Allô? Allô? Oui, oui, on vous entend. Ouais. Il y a eu un blanc. Ouais, je pense pas. Je pense Non, pas. Non. pas à ma connaissance. Parce Par que contre, c'est des puissances de crête qui sont importantes. Oui. Donc, ça peut pas se faire en direct. Faut des Mais batteries. éventuellement, l'énergie, elle est vendue à EDF, elle est utilisée quelque part. Donc, évidemment, ça participe à réduire l'empreinte carbone. Mais utiliser directement pour des puissances de crête aussi élevées une surface, à mon avis, ça représenterait une surface considérable, plus qu'un toit de hangar de planeur. Oui, non, mais j'ai bien conscience du fait, mais je suis, par chance, on va dire, technicien. Oui, Et notre treuil électrique, comme vous le savez peut-être, ne fonctionne pas en direct avec des puissances de crête en effet importantes, oui, mais, mais avec des lignes relativement peu dimensionnées jusqu'à chaque bout de piste. Et il y a il y a, je sais pas, une cinquantaine ou une centaine de batteries tampons. hmm, Il peut en être de même avec, à la limite, des panneaux solaires qui chargent ces batteries tampons pendant la semaine et qui soient vidés le week-end. oui, d'accord. Moyennant une éventuelle recharge en continu quand il est, enfin, en dehors des treuillets. Recharge par le secteur, j'entends. Si les panneaux ne sont pas suffisants, mais il Oui, faut trouver un moyen terme en toute chose. oui, bon, donc vous êtes un ambassadeur parfait. On vous intègre voilà. dans le groupe. C'est une bonne On, idée. Merci. on vous Mais, intègre bon, là, malheureusement, bon, bah, je ne peux pas me mettre à fond sur ce sujet parce que je suis autour de Clamecy, dans la Nièvre. Je suis dans une dynamique d'organisation d'une classe de BIA et j'ai en vue, à, à moyen long terme, la création d'un club à Clamecy. Super. Parfait. Merci Jean-Luc. Ça fait le lien aussi, Mélanie, avec le webinaire qui a eu lieu hier à Marenco, et notamment l'implantation des panneaux solaires ou des ombrières sur les terrains de vol en planeur. Exactement. Il y a un partenariat qui a été, alors je ne sais pas, peut-être vous en avez déjà entendu parler, Jean-Luc, mais un partenariat qui a été fait avec l'entreprise Amarenco qui développe ce type de projet, donc sur l'installation de panneaux photovoltaïques. Voilà, si vous êtes intéressé par ça, on peut vous envoyer et le replay du webinaire et les contacts et les documents qu'on a là-dessus. Très, très, très volontiers. Ok, moi je me le note, je vous envoie ça. Merci Jean-Luc. Une autre question peut-être, Mélanie? Alors, je vois que Guillaume d'Argerie lève la main. Donc, Guillaume, je vais vous donner la parole.
Normalement, ça devrait être bon. Oui, ben moi je suis assez scandalisé de voir qu'il y a encore beaucoup de pilotes qui jettent des sacs plastiques par la petite fenêtre de la verrière. Alors je trouve que c'est pas très développement durable. Et je pense que c'est par dizaines, voire par centaines des sacs plastiques qu'on jette dans la nature. Et il y a des solutions, hein. Donc il existe des sacs biodégradables. Donc à l'époque où je circuitais, j'en avais essayé. Effectivement, il y en a qui sont trop fragiles, mais il y en a qui sont relativement résistants à partir du moment où on les stocke correctement, c'est-à-dire à l'abri de la lumière et de l'humidité. Voilà, donc il y a cette solution-là. Sinon, il y a la solution de prendre une bouteille et de vider la bouteille par la petite fenêtre. Voilà, donc je pense qu'au niveau de l'image, si ça se savait, ce serait un scandale. Voilà, et moi, ça me choque énormément de voir qu'on continue à ces pratiques. Tout à fait, c'est une pratique aussi choquante que de jeter les choses quand vous êtes par la fenêtre quand vous êtes en voiture. On pourra sensibiliser lors d'une newsletter, hein, j'avais échangé avec vous pour donner différentes possibilités plutôt que les sacs plastiques et vous en avez évoqué quelques-unes. Et puis ça fait partie clairement du développement durable. Et moi aussi, je suis choquée d'entendre qu'il y a encore ce genre de pratique parmi nous. Mais je vous remercie de le mettre sur la table parce que nous, derrière, ça va nous permettre de sensibiliser. Je ne dis pas qu'on arrivera à limiter ou à éduquer ceux qui font ce genre de choses, mais en tout cas, on pourra, à force d'en parler, peut-être réussir à faire évoluer les comportements. Si vous avez N'hésitez pas à nous partager les marques que vous avez testées, parce que nous, Oui, moi, j'ai testé Beko Bags. Je l'ai mis dans les questions-réponses, là. ouais. Donc, alors, ce que j'ai pas testé, c'est s'ils étaient réellement biodégradables, hein. Par contre, ils sont relativement costauds, donc on peut les utiliser en sécurité, je vais dire. Voilà. Très bien. Merci, Guillaume. Autre chose? Un tout petit mot que j'ai oublié tout à l'heure. Pour aller dans le même sens, il faut aussi ne pas oublier qu'il existe d'autres types de panneaux solaires qui, en fait, eux, chauffent de l'eau directement avec l'énergie dans différentes longueurs d'onde de ballons d'eau chaude, ce qui évite, ce qui peut éviter ou réduire encore la consommation d'électricité. Et Oui, et le rendement est bien meilleur qu'avec des panneaux photovoltaïques. oui. Je te confirme, j'ai un chauffe-eau solaire chez moi depuis 18 ans. Et donc, ça fonctionne très bien. J'ai la chance d'avoir un toit qui est orienté plein sud avec une pente à 45 degrés. Et voilà, à mon domicile, c'est parfait. Il faut Au savoir, club, ouais, pardon, au club, pardon. on n'est pas bien orienté, mais ici, ça marche, oui. Faut Mm. savoir que dans certains pays, euh, on ne peut pas voir un toit sans panneaux solaires qui chauffent un ballon qui se situe même souvent sur le toit. Très bien. Merci, Jean-Luc. Merci, Guillaume, pour ce partage. Mélanie, une autre question? Oui, peut-être une dernière. Je vois que Sophie Mailleux a la main levée. Alors, j'ai l'impression que ça fait un moment, donc je ne sais pas trop si c'était pour poser une question maintenant ou pas. Sophie, elle vient de baisser la main. Donc, visiblement, ce n'était pas pour poser une question. Écoutez, on a peut-être fait le tour. Est-ce que d'autres personnes souhaitent s'exprimer? Je regarde un peu ce qui a été mis aussi dans le Q&A hier. Oui, juste un mot encore. Désolé, je suis un peu bavard, vous m'entendez? Oui, on vous Oui, entend. Oui, donc je me suis désolé, mais je suis inscrit depuis très peu de temps à la lettre de la Fédé. C'est-à-dire que, par exemple, hier, je n'ai pas pu assister à ce webinaire, sauf erreur. Je voulais simplement, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, vous dire simplement que j'ai malgré tout besoin d'un peu de soutien dans ma démarche création de classe de BIA. Et pour voir plus loin, je souhaiterais, entre guillemets, avoir un algorithme, euh, disposer d'un algorithme concernant le mode opératoire pour la création d'un club de vol à voile. Bon, on ne va pas pouvoir vous répondre ce Bien soir, sûr, mais n'hésitez pas à renvoyer un mail à Mélanie ou à moi-même, et puis on relaiera, parce qu'effectivement, la création d'un club,
va falloir déjà vous entourer. On peut vous envoyer tout un tas d'éléments, mais c'est un long chemin et je vous encourage bien sûr à le faire. Donc, on a votre contact. Je crois qu'on a déjà échangé, notamment sur l'opération que vous aviez mise en place sur je vais trouver La conférence débat. la conférence débat, voilà. Et on vous avait déjà, et on a pas mal échangé avec vous sur cette conférence débat qui a été un succès en termes d'organisation, un peu moins en termes de participation, si ma mémoire est bonne. Allez, un dernier mot. Il va y avoir prochainement au lycée de Clapsy une journée métier. Eh bien, super. Je n'en dirai pas plus pour l'instant. Bravo, Jean-Luc. Mélanie, est-ce qu'on a encore une question ou on clôt notre webinaire? Alors, il y a une main qui s'est levée. Donc, je Allez, dernière propose à question. Ludovic d'essayer de faire synthétique. Ludovic, je vous donne la parole tout de suite. Normalement, ça devrait fonctionner. Oui, bonsoir et merci beaucoup pour le webinaire. Vous m'entendez bien? Oui, super. Superbe. Donc, Ludovic Breton, et en fait, je me posais la question de est-ce qu'il y a des statistiques de personnes, de membres de clubs, de pilotes qui sont sensibilisés, et à quel point ils sont sensibilisés aux questions de développement durable, de transition écologique, etc., et qui adoptent des pratiques un petit peu vertueuse dans ce contexte. Est-ce qu'il y a un petit peu de la donnée statistique sur ça? Alors non, ça fait partie des choses qu'on va réactiver. Quand on a lancé la stratégie développement durable, on a questionné l'ensemble des licenciés grâce à un questionnaire qu'on a envoyé à tous. Et dans ce questionnaire, on leur demandait si justement ils étaient sensibles à la question du dérèglement climatique en particulier et comment ils trouvaient, est-ce qu'ils pensaient que notre pratique avait un impact sur ce dérèglement climatique. Donc là, c'est un point, un focus particulier que je vous partage. Et on avait un licencié sur deux qui a répondu, qui était sensible à la question du dérèglement climatique et plus largement du développement durable. Et à l'époque, c'était il y a déjà 4 ans, un licencié sur deux qui nous disait qu'il pensait que le planeur n'avait pas d'impact sur ce dérèglement climatique et plus largement sur le développement durable. Donc, ces données, elles datent d'il y a 4 ans. Depuis, on a fait un grand pas en avant. On a beaucoup travaillé déjà la stratégie, les actions, la sensibilisation. On a créé une affiche des 10 gestes éco-responsables du pilote de planeur. Je ne sais pas si vous la connaissez tous. On a créé des kakémonos. On a mis en place, en termes de communication et d'outils, on a outillé nos clubs. Et je pense qu'aujourd'hui, on aurait matière à re-questionner le mouvement sur cette sensibilité au développement durable. Et je pense que les réponses auraient vraiment évolué aussi parce qu'on a un contexte qui nous amène à plus réfléchir à ce sujet. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Pareil, vous êtes le bienvenu en tant qu'ambassadeur. Oui, ce serait avec plaisir. Je veux bien continuer les échanges par mail ou de manière privée, parce que là, on déborde un petit peu. Tout à fait. Mais oui, volontiers. Donc, je peux vous envoyer mon adresse mail Oui, Mélanie va vous envoyer un petit lien à tous ceux qui étaient là super. ce soir et tous ceux qui étaient inscrits. Et sur ce lien, Mélanie, je te laisse reprendre la parole. Je crois que ça fait une bonne transition. Exactement, très bonne transition. Je vous envoie à l'instant le lien vers le Google Form qui permet de vous exprimer en disant que vous souhaitez devenir un ambassadeur, ce qui nous permettra de vous identifier. Et vous verrez sur ce lien, à la fin, il y a une question plus ouverte sur si vous souhaitez nous dire quelque chose. Donc, Ludovic, ça peut être l'occasion ici d'évoquer différents sujets que vous voulez réaborder. Aussi, cet espace peut permettre, car nous avons un projet en cours actuellement, la fédération a une enveloppe qui va être dédiée à financer des études de biodiversité sur certains terrains. Et on peut financer 2 études sur l'année 2024. Donc, on est en recherche d'un second terrain qui serait intéressé pour pour faire cette étude. Donc, c'est une association qui s'appelle Aérobiodiversité, qui vient sur 3 temps
pour venir étudier le terrain et qui, à la suite de cette étude, vous fera des propositions d'amélioration de gestion de la plateforme. Donc, ça peut aller de la manière de tondre à la manière de disposer certaines choses. Enfin, voilà. Il y a vraiment beaucoup de solutions qui sont proposées et ça peut être un bon moyen aussi de lancer une dynamique sur le terrain. Donc voilà, sachez qu'on est à la recherche d'un second terrain pour cette étude. Donc si vous êtes intéressé et que vous rejoignez aussi le mouvement des ambassadeurs, à la fin du questionnaire, je vous invite à noter le fait qu'une étude de biodiversité vous intéresse. Voilà, bah écoute Tina, je te laisse peut-être clore ce webinaire. Merci Mélanie. Merci à nos deux clubs pilotes, Philippe Fleury et Michel Dietlin, qui étaient présents ce soir. Merci à l'ensemble des participants. Donc nous, on compte vraiment sur vous pour lancer le réseau des ambassadeurs du développement durable. On veut que ce soit un réseau, bien sûr, ouvert, un réseau où vous venez de manière volontaire. On aurait pu demander à tous les clubs de nous fournir le nom d'un référent développement durable, mais on préfère que ce soit vraiment fait avec du sens et que les personnes qui souhaitent intégrer ce réseau le fassent parce qu'elles ont envie, parce qu'elles ont des connaissances à partager, parce qu'elles ont une disponibilité et elles ont envie de mieux comprendre cette dynamique et voire même se rendre utile au niveau de leur club pour cette dynamique. Donc c'est un petit peu de temps, mais ce sera le temps que vous décidez. C'est bien vous qui allez être à la manœuvre, si je puis dire, pour dire quel temps vous voulez consacrer à cette dynamique-là pour votre club. Et nous, on sera juste à votre service et à votre écoute pour pouvoir partager les outils, partager les expériences, mettre du lien les uns avec les autres, parce que c'est comme ça qu'on avance depuis le début sur cette stratégie, c'est comme ça qu'on souhaite avancer sur cette thématique, parce que c'est cette stratégie qui nous encourage le plus, qui nous enrichit le plus les uns les autres pour progresser collectivement en fait. Nous, au niveau national, on s'inspire de ce qui se fait sur le terrain, ce qui se fait dans vos clubs, pour ensuite déployer les bonnes pratiques à l'échelle nationale. On évite de faire l'inverse, on veut que ce soit vraiment testé, ancré et que c'est du sens au plus près des licenciés tout simplement. Donc j'espère qu'on vous a convaincu à nous rejoindre. N'hésitez pas à compléter le questionnaire et puis on reviendra vers vous, tous ceux qui ont complété ce questionnaire pour vous inviter à quelques réunions, quelques points d'échange au fur et à mesure de l'année. Dans tous les cas, on vous partage le webinaire, la présentation qui a été faite aussi et puis on vous souhaite une très bonne soirée.